que vous avez eu le sentiment, comme beaucoup de lecteurs, que Andros Kivirak s'amuse quand il écrit? Oui, absolument. Il s'amuse avec le folklore estonien en particulier. Il explique lui-même qu'il reprend des éléments connus du folklore et puis il les modifie un petit peu. Et il les accommode à sa sauce. Mais il joue aussi avec les mythes littéraires estoniens. Et en particulier dans Les Groseilles de novembre, il joue avec le mythe des, entre guillemets, 7 siècles d'esclavage, qui est la façon dont les historiens estoniens de la fin du XIXe siècle présentaient leur histoire pour faire contrepoids aux visions établies par les Germano-Baltes. Donc les Estoniens ont connu effectivement une très longue période de domination politique, mais aussi de domination sociale, puisqu'ils étaient soumis à une aristocratie foncière de langue allemande. Et le servage n'a été aboli en Estonie qu'au XIXe siècle. Donc les Estoniens, à partir des années 1860, ont commencé à se représenter leur histoire comme 7 siècles d'esclavage. C'est l'expression consacrée. Et la littérature estonienne des époques antérieures a également beaucoup repris ce mythe et a contribué à l'alimenter avec des romans qui décrivaient les souffrances des paysans estoniens face à l'oppression des barons baltes. Et Kivilerk reprend ces deux figures, la figure du paysan estonien qui vit dans le servage et la figure du baron balte, et il les inverse en fait. Les esclaves deviennent les maîtres de leurs maîtres grâce à leurs ruses, grâce à leurs créatures fabuleuses. C'est une sorte de dialectique hegelienne, la dialectique du maître et de l'esclave, où il y a une inversion des rôles qui se produit. Il y a une image en quelque sorte ironique, enfin très ironique, voire négative des Estoniens dans ce texte. Et je dirais que c'est un livre qui en fait joue avec l'identité estonienne et présente une vision un petit peu déformée, une vision ironique de l'identité. Et donc c'est un livre qui inverse les mythes identitaires, ou qui joue en tout cas avec les mythes identitaires, et qui produit de nouveaux mythes, mais d'un genre un peu différent, qu'on pourrait qualifier, si on veut utiliser des grands mots, de mythes identitaires postmodernes. C'est-à-dire ce sont des mythes ironiques, où une nation se regarde elle-même à travers un miroir un peu déformant, et une nation, à travers des textes comme les textes de Kivilerk, est capable de porter un regard ironique sur sa propre identité. C'est un petit peu comparable par certains aspects à la fonction qu'a pu jouer Astérix pour les Français. C'est-à-dire ces Gaulois qui incarnent l'identité française, mais qui en même temps sont très loin de la perfection et montrent aussi de nombreux défauts. Et Kivilerk, pour moi, a tout à fait la même fonction que les aventures d'Astérix. Globalement, c'est vrai que j'ai l'impression que les Estoniens ont une vision assez décontractée aujourd'hui de leur propre identité. Et c'est une caractéristique qui est loin d'être partagée en Europe centrale et orientale. Il y a beaucoup de nations qui ont une vision beaucoup plus rigide de leur identité. Et les Estoniens ont toujours eu, je pense, cette distance à l'égard d'eux-mêmes et cette auto-ironie. Même à l'époque soviétique, l'ironie était une caractéristique assez importante de la littérature estonienne. C'est un livre qu'on peut lire à plusieurs niveaux de lecture. Il y a une première strate qui est la strate purement narrative, donc cette histoire finalement assez amusante, cette chronique d'un village estonien qui va certainement plaire aussi aux Français à ce premier niveau de lecture. Mais les Estoniens découvrent aussi beaucoup d'autres choses, d'autres strates, parce que c'est un livre qui leur parle d'eux-mêmes, de leur propre culture, de leur propre identité, qui reprend des éléments du folklore, qui joue avec ce mythe des 7 siècles d'esclavage. Et toutes ces strates sont présentes et sont perçues aussi par les lecteurs. Et donc c'est ce qui contribue à créer un plaisir extrêmement riche. Il y a un plaisir immédiat de la lecture d'une belle histoire qu'on vous raconte, et puis il y a le plaisir de la découverte d'un univers qui joue avec les éléments culturels qu'on connaît par ailleurs. Donc moi j'ai lu ce livre un peu de cette manière-là aussi. Alors le titre estonien est très difficile à traduire parce que le titre estonien c'est rehepap, c'est-à-dire c'est le nom d'une fonction particulière dans les exploitations agricoles des Germano-Baltes, ces grandes exploitations. Rehepap, c'était celui qui gardait les récoltes, le gardien de la grange où on séchait, où on entreposait les récoltes. Et, euh, et, euh, bon, il n'y a pas de terme équivalent en français. J'avais inventé un mot qui était le granger, d'après le mot grange, mais ça ne sonnait pas très bien. Donc j'ai appelé ce personnage comme ça dans le roman, mais en tant que titre, ça ne fonctionnait pas. Et les groseilles de novembre, pourquoi? Parce que le roman se passe en novembre, et les groseilles sont, je dirais, l'élément le plus important dans l'économie de ce village, puisque c'est grâce aux groseilles qu'on va pouvoir tromper le diable en lui faisant croire qu'on lui donne 3 petites gouttes de sang pour que le diable envoie une âme au krat qu'on a construit.
Donc s'il n'y avait pas les groseilles, finalement toute l'économie du village s'effondrerait. Donc la groseille qu'on congèle et qu'on utilise notamment au mois de novembre, c'est l'élément central de cette société finalement, en un certain sens.